Bonsoir Chérif. Novembre, le mois natal de la Palestine. Plusieurs événements ont rythmé l'existence de cet État du Proche-Orient en conflit depuis des années avec Israël. L'ambassadeur palestinien à Dakar est notre invité ce soir. Son nom, Safwat Ibrahit. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur. Merci de m'avoir invité. Pourquoi le mois de novembre est si particulier pour votre pays, la Palestine? Tout d'abord parce que c'est un mois qui contient des dates très symboliques et très fortes dans la mémoire collective du peuple palestinien. Je vous cite l'exemple le plus concret, c'est la date du 15 novembre 1988, lorsque le Conseil national palestinien, dans sa 19e session, réuni à Alger, a décidé à l'unanimité la déclaration de l'État de Palestine, État indépendant en l'exil. Cette déclaration, qui était prononcée par le feu président Yasser Arafat, au nom du peuple palestinien, et ce même Yasser Arafat qui vient, quand nous venons de commémorer son 12e anniversaire, lorsqu'il nous a quittés, disparu de façon suspecte, le 11 novembre 2004 à Paris. État indépendant en exil de la Palestine, tout de suite reconnu par le Sénégal, entre autres Évidemment, pays. cette reconnaissance, avec tout ce qu'elle porte en valeur juridique, a déclenché une série de reconnaissances de l'époque. Parmi les premiers pays africains à reconnaître l'État de Palestine, c'était bien sûr figuré en tête l'État du Sénégal. Mais aujourd'hui, on dénombre ces États à 138. C'est-à-dire à peu près 2 tiers de pays de la planète ont déjà établi des relations avec notre État sous occupation. Les autres grandes dates du mois du novembre palestinien. Voilà, effectivement, on peut aussi parler de la date du 2 novembre, qui est une date qui coïncide à la 99e anniversaire de la déclaration Balfour, dans laquelle le Royaume-Uni, qui n'était pas encore puissance mandataire en Palestine, s'est engagé à établir un foyer national pour les Juifs rescapés de pogroms de l'Europe de l'Est en Palestine, et pourtant sans aucun lien réel avec la terre palestinienne. Bien sûr, il y a d'autres dates à retenir. Le 5 novembre 1995, c'est l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui était notre seul partenaire la paix des braves, qui était qualifiée par Yasser Arafat. Et avec celui-là, nous avons serré la main et signé l'accord d'Oslo, l'accord de nature intérimaire. Il y en a d'autres aussi dates, si vous voulez, on peut en parler. Un aspect peu connu de la Palestine, celui de la coopération. Vous représentez votre pays au Sénégal, qui a toujours été un défenseur de la cause palestinienne et qui préside toujours le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables de la Palestine. Quel est justement l'état de la coopération entre la Palestine et le Sénégal? Bien sûr, à mon arrivée, il y a un petit peu plus d'un an, les relations étaient qualifiées excellentes. Nous avons bien sûr fait le premier constat. Nous avons quand même trouvé que malgré cette forte solidarité et la position constante de l'État du Sénégal, État et peuple à l'égard de la question palestinienne, en soutien des droits palestiniens, mais il manquait des projets concrets. Et nous avons donc mis en place un petit plan d'action qui contient un mot d'ordre simple, c'est élever le niveau de ces relations qui existent déjà à un niveau de partenariat réel. Dans quel domaine, par exemple? Institutionnel et populaire. Oui. Dans quel domaine? Quel est le savoir-faire que vous êtes prêt à mettre sur la table de cette coopération? Il nous a pris quelques mois de concertation forte avec les autorités sénégalaises, avec un certain nombre de ministères, et nous avons cerné 4 à 5 domaines, dont l'éducation supérieure, la santé, l'énergie et l'agroalimentaire, l'agriculture en général.
nous sommes ouverts aussi à étudier d'autres domaines, mais en tout cas, on va commencer par quelques projets pilotes. On appelle au savoir-faire palestinien, à l'expertise de notre riche communauté palestinienne de la diaspora, et aussi avec la bonne nouvelle que nous avons apportée au Sénégal, c'est la mise en place de la première antenne régionale de cette agence palestinienne pour la coopération internationale, qui est une agence récente de date, mais qui aussi qui constitue aujourd'hui une branche opérationnelle de la diplomatie palestinienne en termes de projets de solidarité. Une façon de changer un peu l'image que renvoie souvent votre pays, voilà. La lutte, la cause palestinienne, le conflit avec Israël. Vous avez bien raison. Oui. Notre message principal, c'est que la Palestine qui vit une occupation et les Palestiniens qui vivent aussi leur malheur et cet exil forcé sont aussi, dans d'autres réalités, capables de démontrer qu'ils sont des valeurs ajoutées, surtout aux pays amis et frères comme le Sénégal. Donc nous voulons démontrer d'autres images de notre richesse, de notre capacité humaine, et à mettre en service de ces pays qui étaient toujours solidaires à la Palestine. Évidemment, toutes les réalités constituent l'ensemble de ce qui vit le peuple palestinien, mais nous sommes capables, et nous l'avons prouvé ailleurs, comment les Palestiniens étaient présents dans le bâtissement des civilisations anciennes et récentes dans les pays voisins de la région. Pourquoi pas le Sénégal? Dans le domaine de l'éducation, justement, vous parlez des œuvres de grands guides religieux musulmans sénégalais comme Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadj Malick Sy, qui vont être enseignés dans les universités palestiniennes. Comment cela va se passer? Tout simplement, nous étions dès le départ soucieux de transmettre les images et les messages dans les deux sens, entre le Sénégal et la Palestine et le Sénégal, parce que même chez nous, les Palestiniens ne sont pas tous conscients des valeurs que portent les Sénégalais dans leur histoire et dans leur tradition et dans leur culture. Donc nous avons étudié la carte culturelle de ce grand pays, et nous avons repéré des figures emblématiques. Oui. Si on rend hommage au Sénégal, on doit aussi rendre hommage à ces grands hommes de Sénégal, comme Cheikh Ahmad Bamba, Cheikh Anta Diop, Senghor, Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmed Tidiane et bien d'autres. Donc nous avons proposé à notre ministère de l'Éducation nationale en Palestine qu'il y ait un chapitre consacré à ces grandes figures de l'Afrique dans le Sénégal, comme Alioune Diop aussi. Donc, Cheikh Omar Tall, évidemment. Donc, cette proposition a été accueillie favorablement, sans aucun obstacle. Le Sénégal, et nous allons le faire très prochainement. Le Sénégal préside le Conseil de sécurité des Nations Unies pendant tout le mois de novembre. Vous êtes au courant de l'inscription du dossier du Moyen-Orient dans cet agenda? Tout à fait. En tout cas, on n'a pas de leçon à donner à ce pays ami. Ils étaient toujours en défense de la question palestinienne bien avant qu'elle soit nommée président ou même membre du Conseil de sécurité, membre non permanent. Depuis 1976, le Sénégal préside le comité onusien pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Qu'en attendez-vous? Elle était toujours en défense. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette présidence du Sénégal? Aujourd'hui, on attend à ce que la Palestine soit toujours inscrite au top des priorités de ce Conseil de sécurité, surtout avec les efforts que nous véhiculons afin de faire délivrer et mettre une résolution contraignante contre la colonisation israélienne en terre palestinienne. Qui se poursuit? Qui se poursuit et qui se multiplie malheureusement sans arrêt et sans aucune punition. Et en même temps, le devenir de l'État de Palestine. Pourquoi l'État de Palestine jusqu'à maintenant
n'est pas un État membre à part entière. Elle était admise en 2012 en tant qu'État membre observateur à l'ONU, parce que malheureusement on sait que les vétos américains étaient là pour faire avorter ce projet par le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, vous voulez que la Palestine soit un État membre à part entière des Nations Unies. Elle le mérite. L'État de Palestine n'est pas un État de plus sur la carte, c'est un État de moins. Ça fait depuis 1947, le plan de partage. Et d'ailleurs, nous commémorons aussi cette résolution numéro 181 qu'on a vu dans un volet une partie appliquée et une autre partie non appliquée, s'agissant de l'État de Palestine. Parlant d'Israël, vous dites on ne connaît pas ses frontières. Pourquoi vous le dites? En fait, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Israéliens qui n'ont pas encore présenter une carte claire de leurs frontières. On ne sait pas jusqu'à quelle frontière s'étale la domination israélienne. Israël fait exception par rapport à d'autres pays au monde. Elle était le seul pays au monde qui a été admis à l'ONU sous deux conditions. Sous le respect de la condition numéro 181, le plan de partage, qu'elle a accepté, après elle l'a refusé, et 194 s'agissant de droit au retour des réfugiés palestiniens. Les 2/3 du peuple palestinien se trouvent en état de refuge depuis 70 ans. Et évidemment, l'histoire de ne pas présenter une carte des frontières cache les mauvaises intentions coloniales qu'Israël défend toujours avec un peu de culot quand même. Dernière chose, monsieur l'ambassadeur, Donald Trump, élu président des États-Unis succédant à Barack Obama, à propos de qui d'ailleurs, Obama bien sûr, vous dites avoir signé l'accord militaire israélo-américain le plus important de l'histoire. Cela veut-il dire que vous êtes déçu par Obama et que vous ne voyez pas forcément d'un mauvais œil l'élection de Trump à la Maison-Blanche? On peut dire ça, mais vous savez, dans le jugement sur les personnes, je préfère ne pas être émotif. Sur leur action plutôt. Mais plutôt sur les actes. Oui. Obama nous a déçus, oui, nous a déçus, parce qu'entre les discours d'Obama au Caire en juin 2009 et la fin de son mandat, les résultats sont quasiment zéro par rapport à l'avancée dans le processus de paix, par rapport à l'éclatement de plein de problèmes dans la région. George Bush avait-il fait mieux que lui? Non plus, mais en tout cas, nous, Palestiniens... Bill Clinton, c'est quelqu'un apparemment que la Palestine a apprécié, non? En tout cas, il avait affiché une volonté de prôner une initiative pour la paix, mais en tout cas, aujourd'hui, Donald Trump, parce que je reviens vers lui, nous avons l'expérience de travailler avec les démocrates comme avec les républicains. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons aucune crainte de faire face à cette nouvelle administration américaine. Nous respectons comme toujours le choix démocratique de tout peuple et de tout pays. Mais sur le fond, si on veut juger sur les promesses électoralistes de Donald Trump, et surtout celles qui étaient vendues, entre guillemets, au groupe de lobby pro-israélienne, l'EPAC, là, on peut paniquer parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait, par exemple, reconnaître Jérusalem qui fait partie des territoires palestiniens occupés, et que même toutes les administrations américaines auparavant n'ont pas reconnu en tant que capitale d'Israël. Lui, il veut aller vers la reconnaissance totale et comme capitale éternelle de l'État d'Israël, et transférer le siège de l'ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem. Vous y opposerez? Vous l'invitez à quoi, Donald Trump, aujourd'hui, pour finir? À mon avis, il faut attendre déjà qu'il désigne ses conseillers. On jugera sur ses actes. Et je crois qu'entre la surenchère électoraliste, que j'espère s'arrêter là, avant que ça se transforme en erreur politique et historique grave. Nous attendons que cet homme, comme d'autres personnalités, soit plutôt soucieux de droit international, qui est toujours bafoué en Palestine, et qui respecte et fait respecter ça comme seule référence. Merci
Monsieur l'ambassadeur. Merci énormément. Safouat Ibra Guit, ambassadeur de la Palestine au Sénégal, Chérif. C'est tout pour ce soir. Rendez-vous demain avec Antoine Diouf. Excellente soirée.